principal. Je sors à 6 h du matin jusqu'à 19 h. Vraiment, la fatigue dedans. Des fois, je gagne 10 000, des fois 5 000. Quand je trouve là, je fais d'abord 2 sacs de riz. Le jour où je sais pas aussi, je garde. On ne sait jamais. Il y a la santé et puis il y a la maladie. Tout ce que je peux dire à mon jeune là, il ne faut pas ils vont voler. Quand tu travailles là, c'est dur comment tu peux avoir pour toi. Koné Bakari et le pousse-pousse. 4 ans que dure l'histoire professionnelle. De quoi être bien connu dans le quartier et ses environs. C'est un monsieur qui est gentil. Tout le monde prend l'eau avec lui ici. Des fois, si on n'a pas l'argent, il nous donne. Après, il vient réclamer son argent. L'eau là, c'est la vie. Bon, regarde, depuis le matin, je ne me suis même pas encore lavé. C'est tout de suite là, je l'ai appelé, je dis, il n'a qu'à venir me donner. Il nous arrange même. Le jour qu'il n'y a pas l'eau là, ils sont au bord de... Si la route de Yokoubon là, ils sont prendre l'eau là pour nous envoyer. Transporter et livrer de l'eau par pousse-pousse relève de la confiance, car seul le livreur connaît la provenance de l'eau et les consommateurs en sont conscients. On ne sait pas où il prend l'eau là. Ça peut nous donner maladie bizarre. À côté du transport de l'eau, les pousse-pousse font également office de véhicules de déménagement. À l'origine, les pousse-pousse en Côte d'Ivoire, c'était la chasse gardée des Aoussa, une ethnie du Niger venue faire fortune. Certains ont pu réaliser leurs rêves au point où l'activité est désormais prisée, même par des nationaux. C'est l'argent de autour là, je prends pour faire entrer mes enfants à l'école, je fais mon dépense avec ça, je me nourris avec ça, je paie mon loyer avec ça. C'est l'un des pousse-pousse qui m'a permis de faire aussi les paris sportifs. J'ai mis quelqu'un qui gère là-bas, s'occupe de ça, me rend compte. Ça marche, ça marche, ça marche. Le pousse-pousse rapporte. Certains y gagnent même plus que leur pain quotidien. Mais y faire carrière n'intéresse pas tout le monde. Le métier de autre, c'est bon pour la jeunesse. Quand on est vieux, on ne peut pas pousser autre. Franchement. Sans quoi où je suis là actuellement là, je cherche un autre travail encore. Avant, je pousse autre, j'ai laissé autre là. Donc présentement, je continue machine. Faire du pousse-pousse son instrument de travail nécessite courage et abnégation, car sous le soleil ou la pluie, ce sont des charges pesant des dizaines de kilogrammes qu'il faut transporter. Ajoutez à cela une nouvelle forme de concurrence, les brouettes, plus petites, plus mobiles et surtout moins chères. Ce sont des métiers qui sont très, très indispensables, je vais dire ça comme ça, parce qu'imaginez un seul instant une voie ou une rue qui n'a jamais été balayée. S'il n'y a pas de balayeuse ou il n'y a pas de balayeur. Imaginez qu'il n'y ait pas de cultivateurs dans nos villages. Mais écoutez, même quand vous allez dans les marchés aujourd'hui, les petits porteurs, quelle femme qui peut s'en passer? Exactement. Moi, je vais souvent, je ne travaille pas très loin du marché de Djabé, mais quand vous allez au marché, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui portent les bagages, mais c'est parfois avec cet argent qu'ils nourrissent leur famille. Je pense par contre qu'il faut mieux les encadrer. C'est surtout ça. Parce qu'effectivement, être poussier à vie, c'est difficile. Oui, on commence à avoir 50 ans, c'est difficile. Mais c'est pour ça que le rôle de celui qui pense qu'il a été à l'école et qui a des notions, c'est d'encadrer quand il est en train de faire. Il faut dire, ouvre par exemple un compte bancaire, même si c'est 2 000 ou 3 000, mais pour que dans 10 ans tu aies 100 000, 200 000, pour aller faire peut-être autre chose. Mais il faut penser également à une reconversion, on va revenir dessus, en ayant au téléphone M. Nguesson qui nous appelle des deux plateaux. Allô? 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 Oui, bonjour. Alors, nous vous écoutons. Au niveau de la régie, est-ce qu'on peut travailler un peu? Parce que j'ai du mal à l'entendre. Hein. Il est parti? D'accord. Alors, Dr Brou, nous continuons donc. Oui, donc comme je le dis, je pense que une fois encore de plus, ces personnes qui font ces métiers ont besoin d'être encadrées. Ces personnes ont besoin d'être encouragées. Ces personnes ont besoin d'être soutenues. Souvent, on se moque d'elles. Exactement. C'est justement pour ça que ces personnes ont honte parfois de dire ce qu'elles exercent comme... Ils ne devaient pas avoir de honte. Ils ne devaient pas avoir de honte. Moi, pour moi, dès lors que je suis autonome, que je n'ai pas besoin de mon cousin, de mon frère pour payer mon loyer comme l'autre l'a dit, il dit avec son argent de pouce-pouce, il paye son loyer, il nourrit sa famille, il est digne et il est respecté. Vous savez, dans nos familles aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. On a parlé ici de droit d'aînesse plusieurs fois avec Eva. Et les gens disent, oui, aujourd'hui, droit d'aînesse, si tu ne travailles pas, tu perds ton droit d'aînesse. Mais si tu ne participes pas même à la vie de la communauté, sur le plan de la santé mentale, tu ne te sens pas bien.
Ça aussi, c'est une dimension de la santé mentale. Se porter bien dans la tête et contribuer à la vie de la communauté. Par exemple, il y a un problème dans votre quartier ou dans votre village. Apparemment, c'est un thème qui intéresse énormément. Nous avons Madame Touré, docteur. Je vous en prie, non, il n'y a pas de souci. On aura le temps d'en parler. Madame Touré, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame Touré. Je voudrais rendre un témoignage et puis apporter un encouragement à nos frères qui sont à Abidjan. Nous sommes tout oui, Madame Touré. Voilà. Bon, moi, personnellement, je suis secrétaire dans une entreprise, mais cela ne m'a pas empêché de réaliser certaines choses au champ, au village plutôt. Donc actuellement, mon mari et moi, nous avons 1 hectare de cacao qu'on a fait. On a 1 hectare de manioc mélangé de maïs avec du piment, du gombo. C'est ce que nous sommes en train de faire, malgré que nous sommes à Abidjan. Mais ceux qui disent qu'ils ne vont pas au village parce qu'il y a sorciers, mais moi je trouve ça un faux problème. Si tu crois en ton Dieu, rien ne te fait peur. Fais face à ces personnes. Aujourd'hui, d'autres même sont jaloux de nous. Oui, ils sont à Abidjan et puis ils sont ici, ils sont en train de faire chant. On va voir s'ils vont réussir. Mais ils sont confus. Ils sont dans la confusion totale aujourd'hui. C'est eux qui admirent ce que nous avons réalisé. Puis ils traversent le champ pour aller dans leur champ. Mais ils sont étonnés de voir. Quand on arrive, ils nous approchent, que vous donnez-nous des conseils, comment vous avez fait pour arriver à ce stade. Mais eux-mêmes, ils sont étonnés. Donc je voudrais dire à mes frères et sœurs qui sont à Abidjan, il n'y a rien à Abidjan. Pour ceux qui travaillent là, c'est maintenant, il faut préparer ton avenir. Si tu vas à la retraite, tu as déjà tes réalisations qui sont là. Moi, j'ai été au village le week-end. Je suis fière de ce que j'ai fait de mon argent. J'ai cueilli même gombo, piment, tout ça. J'ai amené aussi à Abidjan. Nous sommes en train de consommer. Donc, j'encourage mes frères. N'ayez pas peur d'aller au village. Il faut les affronter. Affronte-les spirituellement par le Christ en toi. Quand tu les affrontes, tu atteins le but de ta réalisation. Vraiment, je les encourage. Oui, nous on vous dit félicitations aussi. Félicitations, madame, parce que vous avez bien compris que c'est dès maintenant qu'il faut préparer sa retraite et puis rentrer au village tranquillement. Et puis voilà, vivre des jours heureux et paisibles. En tout cas, nous, on vous dit félicitations, madame. Merci. Voilà. Je ne regrette rien. Mais oui. Je vous bénisse. Amen. Nous recevons la bénédiction. Je pense que c'est tellement bien dit, ce témoignage-là, qu'on ne peut qu'encourager. Je sais que il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années, quand on nous voyait nous autres aller au champ, on dit oui, tu es docteur, tu vas au champ. Je me souviens à l'époque quand j'avais fini mes études que je ne travaillais pas, j'avais mon petit champ de vivrier, je partais à pied. Je récoltais mon manioc que je portais pratiquement au dos. Médecin, hein, j'avais déjà soutenu. Et quelqu'un qui m'avait vu en vie me dit, ah docteur, vous êtes docteur, vous faites des trucs comme ça. Il dit non, ça n'a rien à voir avec l'hôpital, c'est pas une prescription médicale. Bon, si ça vous gêne le fait que je portais un sac au dos, je n'avais ni vélo, ni moto, rien. Et puis après, petit à petit, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller le mettre parce que je peux mettre ça dans une voiture. Donc, bref, pour dire qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a le processus également de croissance. On peut commencer petit, on peut commencer à partir de rien et puis devenir grand quand on a l'humilité d'accepter. Ça aussi, vous avez parlé des Hakans, mais nous sommes généralement trop gonflés et trop orgueilleux. Or, parfois, dans notre orgueil, on n'a rien même. Exactement. C'est ça qui est grave. Vous voyez, les gens, il y a des gens qui sont tellement gonflés. Quand ils vous parlent ici, on dirait qu'ils viennent de derrière Paris. Mais ils ne connaissent même pas Abidjan. Mais c'est vrai la réalité, il faut dire la vérité. Parce que si nous voulons décoller, les pouvoirs publics vont mettre tout en place. Il faut que nous soyons tous dans la mouvance. Mais c'est dans notre tête d'abord. C'est dans notre tête d'abord. Vous savez, moi quand j'arrive dans mon village, avant même d'arriver au village, il passe d'abord au champ. Parce que le champ se trouve sur la route du village. Donc quand je traverse l'eau, je vais d'abord voir les champs avant d'aller au village. On dit, mais tu es venu au village, les voix saluer la maman d'abord. Il dit, mais je vais dormir. Donc, je vais voir le champ et puis on retourne. Il faut que nos mentalités changent. Même l'espérance de vie. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire justement. Et on a fait une émission ici où j'ai parlé du rôle du cadre dans le développement local. C'est ceux qui sont en ville qui doivent dire la vérité. Qu'Abidjan, l'autre dit, il n'y a rien ici, il y a tout Abidjan. On va manger comme on dort bien à la route. Bon, c'est une manière de dire qu'Abidjan est difficile. Tout à fait. Donc c'est une manière de dire, mais je vais dire, c'est à nous
de parler à nos frères. On va prendre l'appel de M. Ndri. Je vous en prie. Qui nous appelle de Bassam. Allô? Allô? Oui. Bonjour M. Ndri. Bonjour, madame. Alors, nous vous écoutons. Oui, je voulais participer à l'émission. Vous y êtes. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de des personnes en condition. On vous reçoit difficilement. Bon, on l'a perdu. On l'a perdu. D'accord, oui, donc, docteur. Quand vous quittez en ville, que vous donnez l'impression que vous pouvez régler tous les problèmes des gens, alors que vous ne pouvez pas régler vos propres problèmes. Et comme personne n'a envie de faire des efforts, on ne fait que perpétuer la pauvreté dans nos familles. J'ai dit aux gens aujourd'hui dans certaines formations, nous avons l'obligation, si nous sommes allés à l'école, parce que c'est ça aussi le rôle du cadre. Je me souviens d'un haut cadre qui disait à une rencontre avec les cadres de chez lui, il dit, vous savez, vous accusez les gens au village d'être sorciers, c'est vrai, mais vous êtes des sorciers. Quand vous refusez en tant que cadre, en tant qu'intellectuel, par vos lectures, par vos savoirs, d'encadrer les jeunes qui apprennent un petit métier, en lui disant par exemple, il faut ouvrir un compte bancaire. Exactement. En lui disant qu'il faut faire ceci, parce que les gens ont peur d'ouvrir le compte à cause de ce qu'on prend dessus. Mais c'est plus intéressant parce qu'à terme, si vous avez beaucoup d'argent, enfin vous avez un peu d'argent, vous pouvez avoir un prêt. Les gens oublient ça. Que quelqu'un ne vous ferait pas. Donc nous avons ce devoir. Donc il dit, vous qui ne partez pas au village pour enseigner ou même pour parler à vos jeunes frères, que ce soit en ville ou ailleurs, vous êtes plus sorciers que ceux qui sont en ville. Parce que la sorcellerie, c'est la méchanceté. Je crois que le prophète l'a dit tout à l'heure avant de partir. Donc, le fait de ne pas mettre les gens sur la voie, de travailler leur mentalité, et je voudrais revenir sur cette notion, qui est une notion fondamentale pour nous en tant que psy. La santé mentale dit que c'est quelqu'un qui se sent bien, avec beaucoup d'éléments, mais qui participe à la vie communautaire, qui fait un travail productif et qui participe à la vie de la communauté. Donc, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas participer à la vie de la communauté. Exactement. Donc, si vous ne participez pas à la vie de la communauté, vous êtes malade, en griffe. Vous êtes mentalement malade. Quand on dit maladie mentale, on pense que c'est ceux qui traînent sur la roue. Mais la souffrance de ne pas pouvoir participer à une vie communautaire, c'est source de souffrance, c'est source de maladie, j'allais dire, en un mot. Donc, je vais dire que le gros problème demeure pour nous de continuer à travailler sur la mentalité des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent ici pour dire qu'il n'y a pas de petits métiers. Tout métier qui me donne les moyens de pouvoir me prendre en charge, de pouvoir payer ma maison si je n'en ai pas encore construit, de pouvoir mettre mes enfants à l'école. Parce qu'à la rentrée, quand vous êtes le seul qui travaillait et que tous les frères, exactement, tous les neveux doivent venir, à un moment donné, vous-même vous tombez malade. C'est pour ça que l'espérance de vie, à cause de la pression de la société, à cause des charges, les AVC, ça ne finit pas. Les hypertensions, le stress aujourd'hui est devenu intense. Mais si dans la famille, chacun fait un peu, et que quand il y a un problème, si moi je donne peut-être plus à cause de ma position sociale, que l'autre peut donner 1000 francs, 2000, 3000, qu'on met ensemble, on a 1 million, on peut faire quelque chose, vous voyez qu'on est soulagé. Mais quand on est le seul à porter la charge de 100 kilos ou 200 kilos, il est évident que vous allez vous écraser. Et c'est une des conséquences aujourd'hui de beaucoup de souffrances, de ces stress avec ces conséquences que beaucoup de gens peut-être ignorent, des ulcères, des hypertensions et tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que justement, quand on exerce un métier, on doit forcément rechercher la reconnaissance sociale? Je dirais oui et non. Mais la première reconnaissance, c'est personnel. Exactement. C'est-à-dire que ce que je fais là, j'aime. J'aime et ça me permet de subvenir à mes besoins. Donc il y a cette satisfaction personnelle. Parce que la société, elle est compliquée. La société a ses règles. Dans certaines familles, si vous n'arrivez pas à certains niveaux, ce n'est pas mauvais en soi, hein? C'est pas mauvais en soi que de demander à son enfant d'être agrégé, d'être docteur, d'être ceci, c'est pas mauvais en soi. Donc dans certaines familles, si vous arrivez à un petit niveau, on considère que vous n'êtes rien. Donc à la limite, on ne vous calcule pas. Et si on n'est pas moralement fort, à un moment donné, on se laisse aller et puis on perd. Or, si on vous brime à cause de la petitesse de votre métier, vous devez prendre ça comme un défi. Je pense que si j'ai fait un petit métier que j'arrive à... Vous savez, souvent quand on fait ce petit métier, on n'a pas les yeux sur vous.
Quand vous faites les petits métiers, qu'on dit il y a une cotisation de famille, bah, on dit non, lui. Non, on dit non, lui là, c'est même pas la peine. Oh, parfois il est plus riche que vous. Exactement. Oh, parfois il a plus d'argent que vous. Oui. Donc, vous vendez votre petit à checker, votre petit à loco. On dit non, il ne fait rien, c'est débrouille, c'est pas la peine de cotiser, il donner 200. Et puis, donc, comme toi, tu es docteur, tu dois donner 50 000 ou 100 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pendant qu'on fait ça, qu'on n'a pas les yeux sur toi. Diko Dougou. Docteur, on continue. Diko Dougou, oui, ça c'est au nord. Exactement. Diko Dougou. Allô, monsieur Touré. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous déjà, quel métier vous exercez? Alors, je vous entends un peu mal. Quel métier exercez-vous, monsieur Touré? Moi, c'est monsieur Soro, pardon. Monsieur Soro, d'accord. Oui. Autant pour nous, alors. Quel métier vous exercez, monsieur Soro? Bon, je voulais rendre un témoignage par rapport à ce qui se passe, ce qui se dit. Sur le plateau? D'accord, d'accord. Allez-y, rendez votre témoignage, alors. D'abord, bon, c'est un monsieur, un de nos voisins, qui était gardien d'une banque. Qui était gardien d'une banque. Oui. Qui faisait son champ. Gens qui passaient au champ. Vous savez très bien, les gardiens des petites banques, bon, ne sont pas trop aussi payés que ça. Donc, ça fait qu'il passait au champ, il faisait son champ, tout, bon, et puis avec son petit salaire, il en sortait. Bon, à la fin, bon, quand il prenait de l'âge, avec toutes ses économies, avec son champ, avec la maison, le travail, tout ça, donc ça l'a permis de construire. D'accord. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, monsieur Soro. Voilà. Donc ça l'a permis de construire. Mais un jour, le directeur de la banque était à la recherche d'un guérisseur. Et puis, il s'en va tomber, il s'en va rentrer dans la cour de son voisin. D'accord. Et puis, il regarde le monsieur, il trouve que c'est son voisin, c'est son employé de... son gardien. Son vigile. Donc, comme ça, il a fait, qu'est-ce qu'il dit? Il demande au monsieur maintenant, à lui, il cherche un guérisseur à la place ici. Le monsieur l'a montré le guérisseur, et puis il a demandé au monsieur, est-ce que, où il dit comme ça, c'est chez lui? Il a dit oui, très bien que c'est chez lui. Il dit, mais avec le travail qu'il faisait, c'est ce qu'il a permis à construire cette cour. Le monsieur dit, oui, bon, avec le travail, lui aussi, il faisait du champ. Il avait son champ dont il s'est découvert là-bas, c'est ce qui a fait qu'il a pu construire. Et puis le directeur lui répond vraiment très bien de travailler au champ, de faire un peu dans le travail des champs. Même quand lui-même, le directeur qui est à côté, il n'a pas encore construit. Donc il a choisi le monsieur, il a dit, monsieur, vraiment c'est très bien. Il a eu une bonne idée. Voilà, c'est un joli témoignage, hein, monsieur Soro, mais je reviens encore sur ma question. Vous exercez quel métier? Pardon? Vous exercez quel métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Soro? Bon, monsieur Soro est boulanger à Bigoudou. Vous êtes boulanger? Oui. Et comment c'est pris dans votre famille? Est-ce que quand vous arrivez en famille, parce que vous êtes boulanger, on vous met de côté ou vous participez aux réunions de famille? Vous n'entendez pas? Oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, c'est un joli témoignage, hein, c'est un joli témoignage de M. Soro. Le problème que je vois dans tout ça, c'est le problème de la gestion. Je me souviens, j'ai été dans une structure de la place et il y a un vigile effectivement qui me racontait, il dit oui, on était deux ici, mais mon voisin m'a laissé aller au village. Donc il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit on est payé à 35 000 francs. Bon, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais pendant qu'ils étaient payés à 35 000, il y a un qui prenait ses 10 000 francs de temps en temps et partait faire son champ. Discrètement, personne n'était au courant. Il s'est retrouvé à près de 1 ou 2 hectares de VA à l'époque. Il se retrouvait peut-être 200 ou 300 000 par mois. Et un jour, il a dit aujourd'hui, il ne travaille plus pour quelqu'un, il s'en va au village agrandir son champ. Vous voyez? Donc, nous avons le devoir, nous qui avons eu la grâce d'aller à l'école, d'encadrer. Parce que nous sommes, nous aussi, source parfois de la paresse des gens. Tout à fait. On veut régler le problème. On va au village, on veut dire, on prend tous les enfants. On dit, bon, ceux qui sont allés à l'école, là, ils sont combien? Ils sont 10. Bon, l'école, là, ça va combien? Et bien, à un moment, quand vous ne pouvez plus, là, les gens sont contre vous.
Or, la meilleure responsabilité, c'est d'amener les gens à s'occuper de leurs enfants. On peut les aider, c'est vrai, en fonction de nos possibilités. Parfois, il y a des gens qui sont au village, j'en ai connu, qui mettaient les enfants de leurs frères qui sont à Abidjan à l'école. Ils payaient la scolarité de leurs frères qui étaient pourtant à Abidjan. Et ils travaillaient au village. Les gens ont besoin, je pense, d'encadrement dans leur petit métier. J'ai discuté la dernière fois avec un mécanicien qui est en train de construire des studios. Je lui ai simplement demandé, est-ce que tu as un compte? Il dit non, lui, il n'a pas de compte. Hein. Mais quand je lui ai expliqué l'importance d'avoir un petit compte, il dit non, lui, il va ouvrir son compte vite. En plus du fait qu'il va construire sa maison un peu. Il dit non, il y a d'autres gens qui sont déjà en location. Pourtant, ce monsieur, vous voyez, dans sa tenue toujours huileuse, peut-être une tenue que vous n'avez pas envie de respirer l'odeur. Vous, peut-être, vous le méprisez, mais vous allez aller louer sa maison. Vous sortez le matin en costume. Sans le savoir. Voilà, vous allez comment on appelle, sortir le matin en costume, mais c'est la maison de mécanicien que vous louez. Alors que vous êtes en costume, vous n'avez même pas encore eu de terrain pour dire que vous allez mettre des briques. Je veux bien qu'on parle de ce mépris-là, docteur. Comment? Je veux bien qu'on parle du mépris que les gens peuvent avoir sur les gens qui exercent les petits métiers. Oui. Par exemple, on voit une dame en train de balayer, pas de bonjour, et on jette en plus des ordures. Oui, le mépris a beaucoup d'origine. Il y a notre éducation. Si on est né dans un contexte où on nous apprend à mépriser les gens, on va les mépriser. Mais c'est surtout notre ignorance, c'est notre inculture. Celui qui est cultivé, celui qui a voyagé, celui qui est un lecteur, en un mot, celui qui est cultivé ne peut pas mépriser. Parce que je vous parlais tout à l'heure du doyen Insikan. Il a une histoire que moi je ne l'ai jamais vue de mes propres yeux. Mais je l'ai connue dans ce livre dont je parlais. Quand vous lisez, parce que celle qui est en train de balayer, que vous méprisez là, quand vous avez lu l'histoire de M. Insikan que vous respectez aujourd'hui, vous avez dit, la dame là demain peut me tirer d'affaire. Elle peut me tirer d'affaire. Et nous devons donc les respecter. Nous devons les considérer. Ces femmes, parfois, sont des balayeuses. Mais les enfants sont des grands types, comme on le dit. Avec leur argent de balayeuse, avec leur argent de vente de beignets, avec l'argent de tout ce que vous pouvez imaginer, on envoie les enfants à l'école et les enfants sont parfois des cadres. Qui leur ont demandé quelquefois, maman, je veux que tu arrêtes. Elle a dit non, c'est avec ça que je t'ai nourri. Donc je ne peux pas arrêter. Même si tu veux faire quelque chose, fais. Mais je ne peux pas laisser ce métier. J'ai connu des gens, des dames qui vendent des beignets, mais qui donnent plus de moyens à leurs enfants à la rentrée scolaire qu'à des gens qui disent ils sont des cadres. Qu'à des gens qui disent ils sont des intellectuels qui sont dans de grandes entreprises. Parce que vous savez qu'on est à Abidjan en fonction de notre niveau, on a un certain niveau de vie. Il est évident que si on te voit en fonction de qui tu es, nous on nous voit simplement à télévision, quand on voit en ville, on pense qu'on a l'argent. Donc si vous partez habiter dans certains quartiers, on va dire oui, il est avare. On le voit, tout est là, l'argent. Comme si on te donnait plein de sous, ça c'est les préjugés parce qu'on ne peut pas d'argent. Vous voyez, donc on a peur de ces préjugés et donc on se met dans les problèmes quand on a un certain niveau. On dit oui, il est à Abidjan là-bas, c'est dans tel quartier il est. Il est dans studio. Ça c'est la méchanceté. Il ne veut même pas que les gens habitent. Mais c'est son argent, c'est ce qu'il peut. Mais comme on a peur qu'on nous juge, on va prendre de grandes maisons. Mais le gars qui fait son... Voilà. Et le gars qui a son petit métier là, lui on ne le calcule même pas. On dit lui là-bas il balaie seulement. Parfois on dit travailler à la morgue, c'est pour laver des cadavres. J'ai entendu des témoignages comme ça. Hein. C'est des faits que je rapporte. Mais avec ça, il a réussi à construire sa maison. Vous savez, la plupart des cours communes de certains quartiers abidjans ici, les premières cours communes, ce sont des chauffeurs qui ont construit. Ce sont des vigiles qui ont construit. Ce sont des vaguemestres qui ont construit. Il y a des vieux que je connais qui vivent de ça aujourd'hui. Vous allez voir que ces cours-là, quand le 5 du mois est arrivé, le vieux, il pointe. Il veut son argent. Parce qu'il s'est efforcé avec son petit métier à construire. Il ne compte que sur ça pour nourrir sa famille ou pour se soigner. Et après le 5, vous qui dites que vous êtes bien, vous ne payez pas, mais il va vous poursuivre. Exactement. Donc ceux qui méprisent, à la limite se méprisent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas, c'est l'ignorance. C'est l'éducation. Mais surtout l'ignorance. Celui qui est cultivé, celui qui suit les émissions, celui qui lit beaucoup, qui apprend à connaître la vie des grands hommes de cette terre, comprendront que nous n'avons pas à mépriser quelqu'un. Est-ce que vous avez vu un directeur de société balayer une maison? Mais si on ne balaye pas le bureau, il ne va pas bien s'asseoir. Voilà. Il va trouver un tour de poussière. Voilà. Il va créer... Donc celui qui est sur son bureau a sa place. S'il ne suit pas, lui, il ne viendra pas. Quand moi je vais à l'hôpital, c'est pas moi qui nettoie mon bureau. Il y a des gens qui le font. Mais ces personnes, il faut les respecter. Il faut les considérer. Il faut leur dire, même si vous n'avez pas eu la chance,
on peut vous encadrer pour devenir quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études, mais avec ces petits métiers, méprisés parfois, ils sont allés en cours du soir. Ils sont devenus grands. Ils sont devenus forts aujourd'hui. C'est pas lui qui balayait avant, là. Oui, il balayait avant, maintenant il ne balaye plus. Mais est-ce que justement ces personnes-là n'ont pas un peu un esprit vindicatif? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Un esprit de vengeance? Non, je ne pense pas. C'est vrai, quelquefois on a envie de se venger ou bien on a envie de dire aux autres, quand vous êtes moqué de moi, je suis devenu ce que je suis. Mais ça ne sert à rien. Vous savez, je dis encore une fois de plus, quand vous connaissez l'histoire de votre vie, quand vous connaissez, quand quelqu'un se moque de vous, c'est la personne qui fait pitié. J'ai toujours dit aux gens, celui qui méprise me fait toujours pitié. J'ai toujours compassion de celui qui méprise, parce qu'il est ignorant. Vous savez, la vie, je le disais la semaine dernière sur ce même plateau, tient sur un fil. Et à l'instant T, tout peut basculer. Donc celui qui a son petit métier, qui mange que tu ne nourris pas de grâce, il faut le respecter. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Avec vous, donc, je le rappelle, nous parlions du saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Voilà, c'était le thème du jour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour tous ces éclairages que vous apportez. Téléspectateurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. À très bientôt sur les antennes de RTI2. J'allais omettre de souhaiter un joyeux anniversaire à Richard Boga. Donc, happy birthday à toi. J'aurais pu chanter, mais bon, j'ai peur qu'il pleuve après. Joyeux anniversaire à toi et puis aux téléspectateurs. Restez en compagnie des programmes de RTI2. À très vite. Pourquoi